Bonjour et bienvenue dans Femmes du XXe siècle. Comme chaque semaine, nous allons mettre en lumière la trajectoire d'une femme méconnue et qui pourtant a marqué l'histoire de son époque. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir le parcours de Maï Politzer. Petite basquaise, originaire de Biarritz, rien ne l'a destinée à devenir l'une des figures phares au panthéon des femmes résistantes. C'est dans un train que sa vie bascule le jour où elle rencontre celui qui deviendra son époux, Georges Politzer, philosophe hongrois et militant communiste. Ensemble, Maï et Georges vont s'engager dans la résistance et en deviendront l'un des couples mythiques. Voici donc la vie de Maï Politzer, de Biarritz à Paris et jusqu'au camp d'Auschwitz, où elle est décédée le 6 mars 1943, à l'âge de 37 ans. C'est dans ce paysage de rochers marins, célèbre pour ses bains de mer depuis Napoléon III, lieu privilégié de villégiature des têtes couronnées, d'Alphonse XIII d'Espagne au roi Édouard VII d'Angleterre, que Mathilde de l'Arcade, plus connue sous le diminutif de Maï, est née le 15 août 1906 et a vécu durant toute son enfance. Et Maï est un vive-argent, elle déborde d'énergie, elle danse, elle adore jouer la comédie, elle lit beaucoup, elle est véritablement très active, quoi. Elle déborde d'énergie. Elle a plein de copines, tout le monde l'adore, elle est très belle, tout le monde adore Maï. J'ai des lettres de ses amis, des poèmes d'amour presque. À cette époque, le père de Maï, Joseph, prestigieux chef cuisinier à l'hôtel du Palais, était reconnu par la gentry pour être un pâtissier hors pair. Les enfants de la famille de Nicolas II de Russie raffolaient de ses macarons. Ah oui, c'était un petit bonhomme marrant, c'était le meilleur valseur du canton. Il n'était pas très grand, assez rond, très gros même, moustache rousse, à la fois brûlé par les fourneaux et par la cigarette au bec. Et les deux pieds en canard, il disait à ma grand-mère qu'il reconnaissait un cuisinier à la disposition de ses pieds. Il a fait la cuisine pour le tsar, pour Raspoutine, me disait ma grand-mère. J'ai trouvé des menus à la maison pour 2000 personnes. Quelques mois avant la révolution russe de 1917, Maï Politzer est de retour à Biarritz. Et tandis que son frère aîné, André, auquel on doit toutes ces photographies de la famille L'Arcade, se destine à des études d'ingénieur, en 1926, elle décide de suivre des études de médecine. Il fallait qu'elle parte à Paris. Et c'est là que tout bascule, parce qu'ayant son diplôme de sage-femme, mes grands-parents décident de sacrifier toute leur fortune pour que leur fille ouvre une clinique d'accouchement à Paris. Comme un défi lancé à la mort, Maï avait choisi d'installer sa clinique en face du cimetière du Père-Lachaise. Et elle était bien décidée à vivre intensément. Maï est dans son compartiment entre Biarritz et Paris, ou Paris et Biarritz, je ne sais plus, et rentre dans le compartiment un jeune homme roux, en culotte de golf sans doute, puisque j'ai des photos de Georges en culotte de golf à l'époque, et il tombe en admiration devant cette jeune fille qui est en train de lire son Blaise Pascal, qui a la note d'une petite écriture toute fine. Et là, c'est le coup de foudre. C'est un jeune philosophe surdoué qui vient d'écrire un livre qui va faire date dans l'histoire de la philosophie, que vont reprendre Sartre, Merleau-Ponty, Lacan et bien d'autres. La dédicace enflammée, écrite par Georges Politzer à Maï, montre qu'il s'agissait bien d'un coup de foudre. Politzer n'était pas l'homme du compromis ou des demi-mesures. Et devant la montée de l'antisémitisme dans son pays natal, il avait rejoint la mouvance du communisme international. Réfugié en France au début des années 20, professeur agrégé de philosophie, c'est dans le climat survolté du Front populaire qu'il participe à l'université ouvrière créée par le Parti communiste. Là, dans une ambiance de printemps populaire et révolutionnaire, il côtoie le journaliste Gabriel Péry, le militant Paul Vaillant-Couturier et le célèbre physicien et professeur au Collège de France Paul Langevin. C'est à l'université ouvrière, après leur mariage, que Maï et Georges Politzer se sont liés d'amitié avec la fille de Paul Langevin, Hélène, et avec son gendre, Jacques Solomon. Elle bascule dans un militantisme total. Elle se met au service des autres, comme Georges, en adhérant au Parti communiste, se met au service des ouvriers. Même la classe ouvrière définit pas bien ça. Se met au service des ouvriers. Les ouvriers sont malheureux, sont exploités. On doit être à leur côté. Ça ne continuera pas très longtemps pour Georges parce qu'il a tellement d'activités, avec Decour, avec Solomon et avec d'autres, dans cette aventure de l'université ouvrière où il donne des cours. Dès les premiers mois de l'occupation,
En novembre 1940, Maille et Georges Politzer, Hélène et Jacques Solomon, ainsi que le jeune écrivain germaniste Jacques Decour, réagissent violemment à la mise en résidence surveillée du professeur Langevin par les troupes d'occupation. Quand la guerre est survenue, ces femmes et leurs époux se sont retrouvés immédiatement pour créer un mouvement, alors Decour, Politzer, Solomon, pour créer un mouvement de résistance en direction des universitaires. C'était leur milieu, ils étaient universitaires. Donc, première chose, il faut mobiliser tous les universitaires. Donc, on crée une revue clandestine qui va s'appeler l'Université libre. Ce groupe de résistance intellectuelle est un des premiers à enfreindre publiquement les consignes du Parti communiste, qui à cette époque était encore soumis au pacte germano-soviétique. Ces pionniers de la désobéissance ont alors fait paraître l'Université libre. En février 1942, la police suit depuis très longtemps tout ce réseau de résistants. Le préfet de police Pucheux a monté des brigades spéciales qui sont formées à traquer les communistes. Et c'est comme ça qu'un jour, ils aboutissent à l'appartement de mes parents, rue de Grenelle. Et là, ils arrêtent mes parents et ils montent une souricière. Et pendant des jours et des jours, tous les copains qui vont monter frapper à la porte des Politzer vont être agrippés par la police française, vont être arrêtés et emmenés au dépôt. Georges Politzer, Jacques Solomon et Jacques Decour ont été fusillés en mai 1942 au Mont-Valérien. Dans un discours prononcé à Alger le 31 octobre 1943, le général de Gaulle cita Politzer comme faisant partie de ceux qui sauvèrent la dignité de l'esprit. Maille Politzer quitta le camp de Romainville le 23 janvier 1943 pour Auschwitz, dans le même convoi que Marie-Claude Vaillant-Couturier, Daniel Casanova, Hélène Solomon et Charlotte Delbo. Elle y est morte le 6 mars 1943 du typhus. Michel Politzer a été élevé par ses grands-parents maternels. Ah, c'est la dernière photo de Maille. Oui. La toute dernière photo. Nous nous retrouvons avec le réalisateur de ce portrait, Pascal Convert. Bonjour. 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 Juste une première question toute simple. Pourquoi ce portrait? Pourquoi ce choix de Maille Politzer? Maille Politzer, en fait, d'abord elle s'appelle Maille Larcade, c'est son nom de famille de jeune fille. C'est un personnage de roman, c'est surtout ça qui m'a frappé. C'est-à-dire que on a une petite basque catholique que rien ne prédestinait à devenir Maille Politzer. Et en même temps, toute sa vie est romanesque. Son enfance, son grand-père qui est un très grand cuisinier, comme on l'a vu, elle se retrouve à l'âge de 10 ans en 1916 à Saint-Pétersbourg, à l'ambassade de France, à la veille de la Révolution russe. Ensuite, sa trajectoire, le fait qu'elle devienne infirmière, et puis elle rencontre Georges Politzer. Et ça, c'est ce qui marque son engagement. C'est le moment où on rencontre Georges Politzer, mais même là, c'est romanesque. Le fait que ça se passe dans un train, le lieu des transports amoureux, pourquoi pas. On dirait, si vous voulez, il y a des personnages comme ça qui sont des personnages fascinants parce qu'ils semblent sortir d'un livre, directement d'un livre. Et voilà. Pourtant, c'est la réalité. Et pourtant, là, c'est la réalité. Ça veut dire que le couple qu'ils ont formé est devenu un peu un couple mythique de l'engagement dans la résistance, un peu à l'image de Louis Aragon et Elsa Triolet. Comment est né ce mythe ? Alors, dans un mythe comme dans tout mythe, il y a une partie réelle, un fond réel, parce que leur engagement a été extrêmement important. Et puis, c'est un engagement marqué par le fait que Georges Politzer a été fusillée, qu'elle-même a été déportée et qu'elle est morte en déportation. Et ensuite, il y a une part de reconstruction. C'est la reconstruction de l'immédiat après-guerre par le Parti communiste qui en a fait deux héros. Qui a un peu construit le mythe. Qui a construit le mythe, comme ils l'ont fait pour d'autres personnages. Et ce mythe était accompagné du fait que non seulement il y avait le couple Maille Politzer
et Georges Politzer, mais il y avait aussi donc Jacques Decour, un germaniste, écrivain, et Jacques Solomon. Donc les trois camarades, en fait, Politzer, Solomon et Decour, ont été fusillés en même temps. Et ce que l'historiographie du Parti communiste n'a pas retenu, bien évidemment, parce que ça aurait fait une tache dans le couple mythique, c'est que Maï Politzer allait quitter son mari pour aller vivre avec Jacques Decour. D'accord, c'est toujours un peu l'aspect romanesque que vous Oui, évoquiez. oui, tout à fait. C'est-à-dire, c'est une femme du XXe siècle, c'est une femme libre, émancipée, alors que rien ne permettait comment dire, de le prévoir. D'accord. Et en ce sens, là, vous parlez justement de cette émancipation, enfin de cette image et de cette réalité de femme émancipée. C'est aussi la période qui veut ça ou qui peut favoriser ça, c'est-à-dire l'engagement de femmes dans la résistance qui ont pris leur destin en main? Oui, tout à fait. De toutes les façons, il faut bien se rendre compte que si le général de Gaulle donne le droit de vote aux femmes, hein, ce qui a été fait par l'Assemblée consultative d'Alger, et s'il y avait un vote, elle n'aurait pas eu. Il faut bien se rendre compte de ça. Hein. L'Assemblée consultative d'Alger n'avait pas de pouvoir constitutionnel. Et en fait, elle décrète de donner le droit de vote aux femmes en 1944, c'est justement pour reconnaître l'action des femmes dans la résistance. Hein, ça a été un rôle extrêmement important. Autour de Maï Politzer, on trouve Marie-Paul Vaillant-Couturier, Daniel Casanova, enfin on trouve les grandes, il aurait pu y avoir Lucie Aubrac, on trouve les grandes résistantes. Tout à fait, donc cet engagement des femmes et puis cette image de l'émancipation qui marque aussi un premier pas vers une émancipation plus large dans la deuxième partie du XXe siècle. Absolument, c'est vraiment un moment clé. C'est un moment clé. Et Maï Politzer a à la fois cette caractéristique romanesque et cette caractéristique politique. C'est ça qui est le double aspect remarquable de cette figure. Et en plus, ce qui ne gâche rien, elle est très très belle. Et alors, donc, c'est une femme très belle, c'est aussi une mère. Ça veut dire que Georges et Maï Politzer ont eu un fils, Michel. Il avait 10 ans lorsque ses parents ont disparu, donc pendant la guerre, l'un fusillé, elle en déportation. On va découvrir le témoignage de Michel Politzer. Un mot auparavant, parce que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer des enfants dont les parents, comme lui, ont été victimes directes du nazisme. Quelle image vous retirez de ces rencontres avec ces personnes, enfants de... J'ai été très marqué parce qu'en fait je m'attendais que lorsque j'étais filmé la fille la fille adoptive de Gabriel Péry ou la petite fille de Pierre Sémard, des grands noms, on va dire, de la résistance. Hein. J'étais marqué parce que je m'attendais à avoir des gens, d'une certaine manière, aspirés par la mythologie de leurs parents et par leur trajectoire. Et en fait, j'ai trouvé des gens extrêmement déconstruits, très meurtris, dont la vie souvent a été un calvaire. Hein, c'était tout à fait une image inverse de ce que j'imaginais. Pour le cas de Michel Politzer, ce n'est pas une douleur comme ça verticale que j'ai vu chez d'autres enfants de résistants légendaires. Chez lui, en fait, il y a tout un processus qu'on va découvrir, en fait, de construction, déconstruction, reconstruction de la mémoire. C'est-à-dire comment peut-on, quand on a perdu ses parents dans des conditions aussi violentes à l'âge de 10 ans, comment invente-t-on sa vie? Et donc comment invente-t-on le passé? Absolument. Donc on va donc justement découvrir ce témoignage et puis ce portrait aussi de Michel Politzer que vous avez voulu explorer. Merci Pascal Convert. Merci. Je ne la connais pas. Puisque j'ai perdu toute trace d'elle, toute mémoire. Je n'ai rien comme image, comme odeur, comme chaleur, comme témoignage d'amour, comme son. Les seules choses que je possède, ce sont des images en noir et blanc, des photos que son frère Robert, a faites d'elle et de Georges et de moi. Si je n'avais pas ces photos-là, je n'aurais aucune vie, aucune enfance. Je peux borner mon enfance grâce à ces photos. Aujourd'hui, je suis arrivé à Biarritz
je suis allé sur les lieux de mon enfance, où je suis photographié avec mes parents. Je n'ai absolument rien ressenti. Ce n'est pas mon histoire que je venais, ce n'est pas mon aventure. J'étais dans l'aventure de gens que je ne connais pas. Mon aventure, elle est ailleurs, elle est enfouie au fond de ma mémoire. Elle ne reviendra jamais, puisque là, aujourd'hui, il aurait pu y avoir quelques déclics. Rien, absolument rien. C'est l'aventure de quelqu'un d'autre, ce sont des fantômes. Mes parents et moi, entre 0 et 9 ans, ce sont des fantômes. Je le sais parce qu'il y a des photos qui me le disent. Sur les photos, je vois bien qu'elle m'adore, qu'elle est très présente. Mais comme je le disais aussi tout à l'heure, le fait qu'elle ait travaillé énormément, qu'elle soit jamais là à la maison, on fait sans doute que ça a été une mère obligatoirement distante. Elle a été éloignée de moi. Mais c'est tout ce que j'ai. J'ai des certitudes, mais qui ne sont pas de l'ordre du souvenir. Je ne pense pas gérer. Le vide, l'abîme, la boîte crânienne vide, je recompose ce que peut être une boîte crânienne politzérienne. Celle de mon père pleine à craquer, débordante. Et la mienne vide avec des petites, des post-it sous la voûte, quelques petits post-it sur lesquels j'ai noté des choses que j'oublie, ou pas. Mais c'est pour faire le raccord avec le passé, pour faire le raccord avec mes parents, pour faire le raccord avec ma jeunesse, avec mon enfance. Là,